Aujourd'hui, nous sommes au musée Bailly-Latour et des guerres en Gaume à Latour en Belgique pour découvrir votre livre Frédéric Thierry qui s'appelle Les billets de nécessité de la bataille des frontières de 14 à 18, publié justement par le musée. Frédéric, question toute bête, dites-nous ce que c'est qu'un billet de nécessité au départ. C'est vrai que c'est un nom un peu qui surprend un peu, qui garde un peu de mystère. Ce sont des billets qui ont eu cours donc pendant la guerre et ce sont des billets qui ont eu cours parce que la monnaie classique ne circulait plus. Il faut savoir qu'au début du conflit, 14-18, les gens utilisent encore des pièces en or, des pièces en argent qui valent par leur contenant de métal. À partir du moment où le conflit s'engage, tout le monde planque son or et son argent. Du coup, pour les petites courses, aller acheter son pain, etc., on manque de pièces. Les petites pièces en cuivre, elles ne sont plus suffisantes. Donc, les communes sont obligées d'émettre une monnaie palliative. Et donc, c'est ça qu'on appelle une monnaie de nécessité. Il en existe en fait pour quasiment toutes les périodes de crise. Vous avez ça pour la guerre civile en Espagne en 1936, vous avez ça pour toute une série de conflits. Et donc mon livre s'attarde à ceux qui ont été émis dans la région de la bataille des Ardennes, donc la région, la Lorraine belge et un petit peu la Lorraine française. Voilà, je me concentre sur ce sujet-là, mais ça existe dans le cadre de nombreux autres conflits. Voilà, alors vous avez eu la gentillesse de venir avec des pièces originales. Je vous laisse nous en présenter un petit peu, ouais. Et je vous poserai des questions en même temps, voilà. Si vous voulez bien. Parce que quand on parle de... Les communes décident d'émettre des billets, ça fait un petit peu facile comme ça. Est-ce qu'il fallait en référer au gouvernement? Comment ça se passait alors? Voilà, alors de fait, il y a eu ces questions-là, mais ces questions-là sont arrivées presque dans un deuxième temps. L'urgence fait qu'il faut émettre, point. Et puis c'est après on se dit, oui mais enfin il y a la loi machin qui dit que seul l'État peut... voilà. Et donc de fait ça s'est réglé mais dans un deuxième temps. Et donc l'État national, c'est bien, les États nationaux se sont bien rendus compte qu'il fallait trouver une solution. Donc finalement ils ont accepté le principe. Et même l'occupant allemand, très vite, il y a vu un intérêt aussi, c'est que l'économie ne s'écroule pas totalement. Il est là pour dominer les Belges, les Français, ok, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop... voilà. Donc finalement, l'occupant allemand finit par gérer aussi ses émissions. Par exemple, du côté français, on a d'abord des bons, comme celui-ci par exemple. Voilà. Ça, donc, on a un tout petit village qui s'appelle Aviotte, 200 habitants, donc c'est quand même surprenant de s'imaginer qu'on a émis des billets pour un village aussi petit, mais voilà, c'est le cas. Donc là, on est au tout début du conflit, je le sais. Alors, il n'y a pas de date sur les bons, mais je sais qu'on est au tout début du conflit parce qu'en janvier 1916, les Allemands imposent, pour le côté français, des regroupements de communes. Donc à partir de janvier 1916, les villages et les communes sont obligés de se rassembler pour émettre conjointement des bons. Que je présente dans mon bouquin. Allez-y, justement, n'hésitez pas à ouvrir. Une page où je montre un peu la comparaison entre... Voilà, on a l'impression, en fait, le graphisme est très très proche. Eh bien, le premier, il est valable pour Charleville-Mézières et toute une série de villages autour. Les villages sont mentionnés à l'arrière du billet. Pour Montmédy, on a la même chose avec également toute une série de communes, mais c'est peut-être une centaine de communes. Hein. J'ai le tableau, je pense, à la page précédente. Voilà, donc on a un nombre de communes qui évoluent aussi au fur et à mesure du conflit, donc des communes viennent se rajouter aux communes précédentes. Et donc pour toute la région limitrophe ici, l'Ardenne française, la Lorraine, on a donc des regroupements de bons, voilà, imposés par les Allemands. Donc les émissions faites par les communes individuelles cessent à ce moment-là pour ce qui est du côté français. Parce que dans mon bouquin, je m'attache un petit peu à montrer les différences entre la Belgique et la France. On n'a pas tout à fait le même système. Cette imposition faite par les Allemands en France n'a pas existé du côté belge. D'accord. Vous allez me dire si je me trompe, mais on réalise finalement que les habitants de chaque commune ne pouvaient pas sortir de leur commune. Alors c'est à peu près ça. Voilà. La monnaie n'est valable que dans une zone géographique très limitée. Tout à fait. Comment ça se passait? Parce que c'est facile, je sais pas, je viens à la mairie, je dis écoutez, moi il me faut 100 francs ou des choses comme ça, je pense pas que ça marchait comme ça, alors voilà. Si? Non, alors ce que j'ai cru comprendre, parce que je ne connais pas tout non plus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que d'abord il y avait un principe d'aide suivant en fait l'état de nécessité des personnes. Donc quelqu'un qui est vraiment dans la misère totale, bien lui on lui donne une aide, point, il devra pas la rembourser, c'est clair, on lui donne de l'argent, c'est réglé. Quelqu'un qui a un peu plus les moyens, lui, on lui donne de l'argent, mais il devra le rembourser. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens, on lui donne rien. Il y avait, voilà, d'après ce que j'ai compris à un moment, il y avait un système un peu comme ça. On ne donnait pas à tout le monde aussi facilement que ça.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que donc on a des bons qui sont émis par des communes, des villages, mais on a également des bons qui sont émis par des entreprises privées. D'accord. Voilà, justement, il ne faut pas hésiter à nous montrer. Alors, ouais. Parce que ça, en plus, on voit les différentes sommes dessus à chaque fois. Tout à fait. Alors ici, ça n'est qu'une photocopie parce que je n'ai pas le bon authentique. Donc là, j'ai un collectionneur qui m'a bien gentiment donné une copie de son billet à lui. Nous avons une laiterie à Bastogne, donc ça c'est un peu plus dans le nord de la province de Luxembourg. Cette laiterie, à un moment, pareil que les communes, elle a des soucis pour payer son personnel, pour régler ses affaires. Elle émet donc des billets qui sont garantis par ses avoirs. Donc elle met en garantie son bâtiment, d'autres... voilà. Et elle émet des billets. Donc on a les communes qui émettent des billets, des entreprises privées émettent des billets, et à un moment on a également des comités de secours et d'alimentation qui émettent des billets. Donc on a un peu trois types de billets différents. Et donc là aussi ça va circuler différemment. Les bons émis par les comités de secours, ils sont vraiment donnés parce que les gens ont besoin de se nourrir. Et ça, c'était parce que, vu l'évolution de la guerre, justement, on se dit il faut vraiment réémettre. Ouais. En fait, c'est ça. Donc, les bons des comités de secours et d'alimentation, ils viennent un peu plus tard. En fait, il y a un comité qui s'instaure d'abord en Belgique, qui va ensuite avoir une branche en France. Et ce comité, il va être soutenu par les Américains, les Hollandais et les Espagnols. Donc il y a des fonds qui vont arriver par là, et il y a des aliments qui vont arriver par là, ou en tout cas du blé, etc., qui va arriver par là, et qui va être distribué en Belgique, et qui va être distribué au moyen de sortes de tickets. Alors les tickets, je n'en ai pas dans ma collection, mais je les ai trouvés, je les ai vus à la Bibliothèque royale à Bruxelles, c'est à la fin de mon livre. Et ça ressemble à des petits tickets des tickets de ce genre. Oui. Donc ici c'est pour la ville d'Arlon. Mais on en a d'autres ici pour le sud de la province de Luxembourg, donc la Gaume essentiellement. On en a un pour le village de Marbehan. Alors il est émis au nom du comité provincial de secours et d'alimentation du Luxembourg belge pour le comité régional de Marbehan, et il en existe pour des villages différents. Donc là après, ou des villes différentes. Là on a Virton. Avant, on a Alanzy, on a de nouveau Arlon. C'était vraiment commune par commune. Et alors là, il y avait des magasins d'alimentation organisés par la commune ou par les comités d'alimentation, et ceux qui avaient besoin allaient échanger leurs bons contre de la nourriture dans ces magasins. Voilà. Et on ne se rend peut-être pas compte, mais ça faisait tenir la société finalement, parce que s'il n'y avait plus d'argent, ça aurait été peut-être presque une guerre civile pendant la guerre. Voilà. Oui, tout à fait. C'est l'émission de ce genre de bons qui fait que l'économie a pu continuer à survivre, avec difficulté, mais à survivre malgré tout. Oui, tout à fait. Alors on est à 5-10 km de la France. Oui. C'était le même principe. Et est-ce qu'on pouvait traverser les frontières, même si on a compris que les gens ne pouvaient pas sortir de la commune, mais je pense qu'on pouvait peut-être voyager. Oui, est-ce que ça s'est changé comment ça fonctionne? Ça, je n'en sais rien du tout. Et je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que les bons, a priori, quelqu'un qui recevait un bon, c'était pour l'utiliser dans son village. Et j'imagine à l'époque, on voyageait quand même moins. Donc je vois moins la raison d'aller ailleurs et dire tiens, mon bon de Virton, est-ce qu'à Arlon vous allez me le prendre? J'ai pas cette impression-là. L'armée allemande, vous savez si elle l'utilisait du coup, comme elle était occupante, est-ce qu'elle en avait besoin ou... Alors non, eux ils avaient l'armée en tant qu'armée occupante, eux ils utilisaient les Deutschmark tout simplement. D'accord. Eux ils avaient leur Deutschmark à eux qu'ils imposaient aux commerçants ici. Donc les commerçants eux ils s'amusaient quand même, parce que les commerçants eux ils avaient des bons locaux, ils avaient de l'argent belge quand il en restait, ou de l'argent français. Et ils avaient l'argent, ils avaient les marques de l'occupant. Donc ça ne devait pas être simple à gérer tout ça. Que des bons, il n'y avait pas de pièces, c'était... Après. Alors, en France par exemple, il y a des pièces, oui. Donc du côté belge, il y a très très peu de pièces. On connaît pour quelques villages, mais vraiment très limités. C'est 5-6 villages sur la Belgique entière qui ont émis des pièces. Par contre, côté français, une grosse partie de l'Hexagone a émis des pièces, alors des petites valeurs, 5 centimes, 25 centimes. En parallèle des billets. Donc ça, c'est encore une différence entre la France et la Belgique. Ça allait jusqu'à quelle somme? Parce que là, on parlait de centimes, et après, est-ce qu'on peut rentrer dans des sommes c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien montrer les tout petites. Déjà, pour ça que je filme. La taille du billet, c'est assez amusant. Alors, on va jusqu'à... Moi, je pense que les bons que je vois avec les plus grandes valeurs, ce sont des bons de 100 francs. Ah, tiens, je m'arrête sur celui-ci. Voilà. Celui-ci, je ne réponds pas à votre question, mais il a un autre intérêt, c'est qu'on a un village français,
Ici, on a un village belge, Sompton, là en Aviotte. Ouais. Ces deux villages se trouvent tout proches l'un de l'autre, mais chacun de part et d'autre de la frontière. Et donc, le côté amusant, c'est qu'ils ont tous les deux appelé le même imprimeur, qui a d'ailleurs son nom sur le bon. L'imprimeur est situé à Montmédy, d'où la ressemblance graphique entre les deux séries de billets. Donc c'est amusant de voir D'ailleurs, il y a un catalogue français qui répertorie tous les bons français. Eh bien, les bons de Sompton sont repris dans ce catalogue français parce que probablement que l'auteur, M. Pirot, il a vu une similitude, il s'est dit c'est un bon français, quoi. Il n'a pas été chercher plus loin. Voilà. Et pour vous, en tant que collectionneur, je pense que c'est passionnant, non? Alors... c'est génial, c'est extraordinaire, tout à fait. Ouais. Alors vous me posez la question en termes de valeur. Ici, j'ai la série de billets de Virton. Et voilà, pour Virton, on a un bon de 100 francs. 100 francs, c'était déjà une bonne somme? Alors c'est une bonne somme. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que dans mes recherches, j'ai trouvé comment voir ce que valait cette somme. J'ai une série de bons qui sont dans mon classeur français, qui sont très intéressants parce que ce sont des bons en fait émis au nom, et j'en ai toute une série, j'en ai une quarantaine de bons de ce genre, qui sont émis par la sidérurgie de Gorcy. Oui, d'accord. Et qui sont des bons qui sont chaque fois émis avec des valeurs différentes, c'est-à-dire pour les bons communaux, on a chaque fois de l'argent, on a 5 francs, 100 francs, 5 centimes, 25 centimes. Sur ces bons, on a parfois 5 francs, comme ici, mais parfois on a 2 kilos de riz, 500 grammes de café. On a donc des bons qui sont échangeables contre une matière première, sans qu'on en connaisse la valeur spécifiquement. Donc c'est très particulier, ça. Et pour revenir à la question des 100 francs, j'ai un bon, alors je vais le retrouver plus facilement dans mon livre. J'ai un bon que j'ai mis en évidence dans mon livre, parce que c'est un bon qui a été, c'est celui-ci. Il a été émis dans le même contexte, donc toujours pour la sidérurgie de Gorcy, pour les forges de Gorcy. Il a été émis au nom de M. Thévenon René, donc ça c'est le bénéficiaire du bon. Donc ça c'est particulier aussi, c'est que là, le bon ne peut être utilisé que par une seule personne, contrairement aux bons communaux qui, eux, peuvent être utilisés par n'importe qui. Et ce bon, il a une valeur de 100 francs, qui est écrit en toutes lettres et en chiffres. Et la raison est donnée entre parenthèses, il est bien renseigné, traitement de l'instituteur de septembre 1914. C'était un salaire, quoi. Donc 100 francs, c'est un salaire mensuel d'un instituteur en 1914. Alors c'est ce que j'ai... Oui, pardon, continue. Voilà. Alors un truc amusant, c'est qu'après la publication de ce livre, un collectionneur français m'a contacté. Il a en sa possession, dans sa collection, le bon suivant, le bon numéro 162. Et le bon numéro 162, il est attribué à ce même bénéficiaire, M. René Thévenon, donc qui devait être instituteur à Gorcy. Et ce bon, il a une valeur de 600 francs. Donc sur un seul bon, il a eu une demi-année de salaire. Oui. Donc c'est un peu bingo tout d'un coup, sauf qu'il a été privé pendant 6 mois. Voilà. C'est comme ce bon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il reçoit son salaire de septembre 1914, on est en juillet 1915. Donc il a reçu son salaire de 14 un an après. Donc ça explique bien les difficultés financières de tout le monde à l'époque. Et aussi le bon où on voit pour du lait ou des choses comme ça, c'est que quand on... Justement, c'est ce que j'allais vous demander, on achetait quoi avec? Parce que j'imagine de la nourriture, mais est-ce que ça pouvait être des vêtements ou... Voilà. Alors un bon communal qui ne dit rien d'autre qu'une valeur en argent, a priori on peut acheter ce qu'on veut avec. D'accord. On peut aller se saouler, on peut aller acheter vraiment un produit de nécessité. Par contre, les bons de Gorcy ici, certains donc disent nommément, et c'est écrit en toutes lettres, X grammes de graisse, X grammes de beurre, là voilà, il n'y a pas le choix. Ou alors l'étiquette du comité d'alimentation de la province du Luxembourg ici, on a sur le texte qui est écrit en dessous ici, il est clairement renseigné que ce bon est échangeable dans le magasin du comité en question. Donc là, c'est échangeable dans ce magasin contre de la marchandise qui est dans ce magasin. Donc a priori pour se nourrir. Frédéric, quand on arrive au sortir de la guerre, on doit avoir des tonnes de papier ou de liasses, parce que je pense qu'on disait des liasses aussi. Comment on revient à la vie normale finalement? Alors là aussi, je n'en sais rien. Précisément, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs appels
notamment du côté français, je pense que ça se termine, je le cite dans mon bouquin, mais de mémoire, je pense que c'est en 1927. Il y a eu un dernier appel pour faire rentrer tous ces bons au niveau national, pour les détruire et les remplacer par de l'argent national, par de nouveaux francs français et de nouveaux francs belges. Voilà. Mais c'est clair qu'à la fin de la guerre, oui, il y avait tous ces billets en circulation. Il fallait justement, une fois que le conflit se termine, il faut régulariser la situation, parce que si on laisse circuler ces bons, on est dans une économie qui part un peu, en fait, comme ce qui s'est passé en Allemagne, après la Première Guerre. Donc ils avaient aussi des monnaies de nécessité, un peu le même genre de principe, des pièces et des billets à utilisation très, très locale pendant tout le conflit côté allemand. Eux, par contre, ont moins bien géré la sortie du conflit. Bon, ils sont les perdants, il y a ça aussi. Ils ont moins bien géré la sortie du conflit, et donc l'inflation est partie en flèche. Et tout le monde connaît les histoires avec les personnes qui vont acheter leur pain avec une brouette remplie de billets. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était vrai quand même, tout ce qui s'est passé, parce qu'avec le recul, on se dit que c'était des périodes vraiment très troubles aussi. Donc, côté français et côté belge, on a évité ça, voilà, donc ça c'est une bonne chose. Ça voulait dire que du côté administratif, parce que là, quand vous disiez, il y a des personnes, on prenait leur nom et on savait qu'ils pourraient rembourser, la commune venait les voir en disant, dites donc maintenant, comment ça... Alors ça, je n'en sais rien. Et tous les bons n'avaient pas un nom. Hein, d'accord, oui. De nombreux bons ne sont pas nominatifs. D'accord. Donc là j'ai montré les bons de Gorcy qui sont vraiment une exception et qui sont nominatifs. Donc ces bons-ci, de fait, ne pouvaient être utilisés que par une seule personne, mais une fois qu'ils sont utilisés, quelque part, le bon, il est revenu à l'usine. Enfin, il est revenu au magasin de l'usine. Parce que, oui, ce que j'ai oublié de dire ici, ce qui est intéressant pour les bons de Gorcy, c'est qu'ils n'étaient échangeables que dans la coopérative, voilà, c'est écrit ici, donc apprendre à la coopérative par monsieur un tel. Donc le bénéficiaire est nommé, donc il n'y a que lui qui peut utiliser le bon. Il ne peut l'utiliser qu'à la coopérative, donc c'est le magasin de l'usine. Donc on est dans un truc très limité. Et ici, voilà, il a 10 francs. Parfois, il a, comme je disais, une ration de ravitaillement, une ration de riz, des choses comme ça. Donc l'usage est vraiment hyper limité. Donc, mais une fois que le bon revient à la coopérative a tous ses bons, elle peut les déchirer et dire la transaction est faite, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit d'autre. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle de la guerre, mais on parle aussi de l'histoire de la sidérurgie dans la région, finalement. Tout à fait. Parce que quand vous dites que la coopérative, on pourrait partir sur l'histoire de l'usine qui gérait toute la vie de ses ouvriers aussi. Exactement, oui, c'était un employeur énorme. Hein. À l'époque, les usines de Gorcy, c'est le pourvoyeur d'emploi de toute la région. Donc les usines doivent s'arrêter à cause de l'occupant qui vient détruire les machines-outils. Donc comment le propriétaire de l'usine fait pour quand même continuer à survivre dans cette période, pas simple en effet. J'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour ces billets et puis de vous lancer jusqu'à écrire un livre? Si vous voulez bien le prendre devant vous d'ailleurs, comme ça quand on voit la couverture. Voilà. Mais voilà, parce que c'est quand même assez passionnant, hein, j'imagine. En fait, je pense que beaucoup de collectionneurs, moi ça commence étant petit, j'ai des objets qui arrivent un peu à différentes occasions. Une grand-mère qui donne une boîte dans laquelle il y a quelques vieilles pièces. Dessus, on voit un roi qui est mort depuis longtemps. Quand on est gamin, on se dit « Ah, c'est qui ce roi ?» Voilà. Et puis petit à petit, on se prend en jeu. Quand on va en vacances à l'étranger, on ramène quelques pesetas qui ne valent plus rien, dont on ne fera plus rien. On les met de côté, on se dit « Ah tiens, sur une pesetas, il y a Franco, sur une pesetas, il y a Juan Carlos. » Et puis on commence à s'intéresser à l'histoire. Voilà. Et puis alors, j'ai oublié de dire aussi que j'ai dédicacé le livre à Monsieur Dauphin. Monsieur Dauphin, c'était mon instituteur. Donc moi, je suis né ici à côté de la Tour, à côté du village de la Tour, et j'ai été l'élève de Monsieur Dauphin, qui était l'instituteur ici, et lui m'a transmis la passion de l'histoire. Nous sommes donc dans le musée de la Tour, qui a été initié par Monsieur Jean Dauphin. Donc voilà, la boucle est bouclée. Les choses ne viennent pas n'importe comment. Voilà, ce monsieur m'a donné le goût des objets. Voilà, quand on voit ces vitrines, c'était pas comme ça quand j'étais gamin, mais quand on voit ces vitrines, tous ces objets, on a envie de savoir d'où viennent-ils. Et puis forcément, quand on est né dans la région, la guerre 14-18, on en a tous entendu parler. Le 11 novembre, étant gamin, on allait au salut, au monument aux morts. Voilà, donc avec mes parents, on allait visiter Verdun, la tranchée des baïonnettes, tous ces endroits-là. Donc voilà, on est quand même baigné dans cette histoire. Et donc, alors par contre, pendant longtemps, j'ignorais complètement l'existence de ce genre de billets. Et un jour, en fait, c'est dans un club. Donc moi, j'habite Bruxelles maintenant, et je suis membre d'un club de collectionneurs de monnaie.
Et dans ce club, un jour, je rencontre un monsieur avec qui je sympathise et qui me montre sa collection de bons de nécessité. Et en fait, une bonne partie de ma collection, maintenant il est décédé, donc voilà, elle vient de lui. Donc voilà, ce monsieur, monsieur François Skepers, m'a aussi transmis son amour de l'histoire et des beaux objets. C'est une de mes dernières questions. Ce livre, on le trouve où? Il faut venir au musée? Voilà, alors on le trouve au musée, c'est encore le plus facile, et on peut l'envoyer aussi. Bon, forcément, il faut compter les frais d'envoi en plus, mais le mieux, c'est le musée. Oui. Voilà, parce qu'on parle bien souvent de l'aspect militaire, mais c'est intéressant de s'intéresser justement à la vie civile. Voilà, l'économie pendant la guerre, comment les gens doivent se débrouiller. Oui, tout à fait. Voilà, Frédéric, on vous remercie, et j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont reçu au musée Latour, là, ici, parce que très sympathique, et un musée à découvrir d'urgence, hein, même pour les Français, ou peut-être même dans le coin, je ne suis pas certain que les gens connaissent toute l'histoire de leur région, hein, tout simplement. Tout à fait, et comme une importante bataille, oui. Voilà, pendant 3 jours, il y a eu des combats intenses ici, au tout début de 14-18, et de nombreux soldats français sont morts sur ce champ de bataille. Donc oui, beaucoup de Français connaissent l'histoire du coin, mais surtout ceux, évidemment, qui ont un aïeul concerné par cette période. Eh ben, merci beaucoup, Frédéric. Bien volontiers.